Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez bien? Parfait, merci, bienvenue à ce webinaire que j'aurai le plaisir de co-animer avec Juliette, Christian et Charles-Antoine. On va vous parler aujourd'hui, alors je vais juste partager... je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Parfait. Parfait. Donc, on va vous parler aujourd'hui de trois métiers, trois expertises digitales, trois leviers incontournables du marketing digital, donc le SEO, le paid et la data, dans une optique de prise de hauteur par rapport à une actualité 2024 qui a été très riche. On va vous donner notre vision sur la feuille de route priorisée en 2025 à l'ère de l'IA, puisque si on veut avoir si on veut résumer 2024 à deux lettres, on peut dire intelligence artificielle, enfin deux mots, intelligence artificielle, et donc ça soulève beaucoup de questions chez nos clients au sein des entreprises. Nous aussi, en tant qu'agence, on est face à une révolution assez forte, et donc il est important de prendre du recul par rapport à ça. Alors, en termes de timing, on va avoir deux grandes parties. On va vous reparler du contexte, revenir sur ce qui s'est passé en 2024 et prendre de la hauteur par rapport à ces enseignements. Et puis ensuite, on vous partagera notre vision des actions qui sont à enclencher. Alors évidemment, c'est d'une façon générique, donc en fonction de son secteur d'activité, de la typologie de son site, on soit sur un site média, un e-commerce ou un lead gen, il y aura forcément des ajustements à avoir, mais voilà, on va dire que les recommandations qu'on vous fournira s'appliquent à la très grande majorité des sites, avec effectivement des spécificités qui sont propres. Rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais très rapidement vous représenter qui est Empiric. Donc Empiric, on est une agence de marketing digital qui a comme mission de transformer vos données en valeur. On a un ADN très data et aujourd'hui, la donnée est un élément clé de tout dispositif digital et un élément clé pour amener de la valeur. Et nous, on estime que la data apporte trois valeurs à une entreprise. La première, c'est évidemment plus de performance digitale, donc plus d'audience, plus de leads ou plus de chiffre d'affaires. La seconde valeur, c'est aussi d'automatiser et de gagner du temps. Et je dirais que c'est la combinaison aussi avec l'intelligence artificielle et la data qui va permettre de répondre à cet objectif. Et le troisième, c'est la connaissance client, c'est d'être capable de comprendre finalement quelles sont les attentes des utilisateurs, quels sont leurs besoins, leurs comportements, aussi bien sur le site, mais de façon générale au sein des différents carrefours d'audience, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, parce que ces comportements-là qu'on peut aujourd'hui analyser vont vous fournir des insights très utiles pour tout simplement adapter votre offre, avoir des approches marketing adaptées aux réels besoins des utilisateurs. Donc notre mission, elle consiste à aider nos clients à prendre de meilleures décisions et à obtenir de meilleures performances digitales en exploitant mieux leur capital donné. Il y a aujourd'hui un énorme sujet et enjeu autour de la donnée, dans la mesure où les entreprises collectent des données sur leur dispositif, mais l'enjeu aujourd'hui, c'est plus que la collecte, c'est surtout d'en faire quelque chose et de créer de la valeur autour de ça. C'est ce qu'on vous présentera au cours de ce webinaire. Nos expertises, donc on intervient sur ces différents leviers, le SEO, le paid, donc les campagnes SIS, Social Ads, l'optimisation de la conversion également, donc avec la data qui est au cœur de toutes nos réflexions et qui est le chaînon en fait qui permet de travailler les différents leviers de façon en mode synergie.
Alors, le contexte 2024, qui a été un contexte extrêmement riche, je l'ai dit en introduction. Donc là, l'idée de cette partie, c'est de rappeler voilà, quelles ont été les grandes informations, les grandes nouveautés qui influencent les actions marketing. La première, c'est le contexte économique. Alors, nous ne sommes pas chez Empirique des économistes, mais on est aujourd'hui en France dans un climat d'incertitude lié à plusieurs facteurs et donc qui implique, qui a généré un ralentissement des investissements. Il y a à la fois des secteurs qui sont directement touchés, l'industrie de bâtiment, mais on a aussi d'autres secteurs, et nous on le voit chez nos clients, ne sont pas directement aujourd'hui impactés par une forme de crise, mais qui sont dans une forme d'attentisme par rapport à la situation économique de la France et de l'Europe, hein, puisque l'économie a besoin de certitude et de confiance pour fonctionner. Et aujourd'hui, forcément, ça ralentit les investissements de façon globale et les investissements marketing sont très souvent les premiers impactés par rapport à des investissements considérés comme un peu plus vital pour une entreprise, même si on peut considérer, c'est notre point de vue, que le marketing est une fonction vitale pour une entreprise parce qu'elle doit générer des clients et du business au sein d'une entreprise. Il y a clairement aujourd'hui des investissements qui sont en baisse par rapport aux années précédentes. Le contexte search. Alors, la première information qu'on peut retenir, c'est que pour la première fois depuis très très longtemps, on pourrait se poser la question d'une hégémonie de Google qui pourrait être contestée, puisque là, on a observé les parts de marché en France de Google qui ont subi une inflexion assez nette au mois de septembre 2024 et une baisse qu'on n'avait jamais constatée depuis peut-être une quinzaine d'années, 15-20 ans, hein, depuis que Google a construit son hégémonie. Et ça correspond notamment à l'émergence des outils, au lancement de moteurs de recherche sur OpenAI, SearchGPT, le Perplexity aussi, qui est un outil qui se développe de plus en plus. Donc, c'est quelque chose c'est un fait particulièrement notable, même si Google aujourd'hui reste très largement un moteur de recherche et le plus utilisé en France. Hein. L'hégémonie est toujours là, mais c'est vrai qu'on a observé pour la première fois depuis très longtemps une inflexion de cette position. L'IA s'est aujourd'hui installée dans le paysage de la recherche et surtout chez les jeunes. On le voit par cette étude que les Échos a partagée, où aujourd'hui, dans 60% des cas, la recherche d'information va être effectivement très utilisée sur l'intelligence artificielle, sur les outils comme SearchGPT ou Perplexity. On peut se poser la question si est-ce que ces recherches-là sont des nouvelles recherches, c'est des nouveaux comportements et des nouveaux besoins qui se sont créés avec l'IA, ou est-ce que c'est quelque part des recherches qui captent des parts de marché directement auprès de Google? Une partie, c'est certain, mais on ne peut pas avoir de certitude, évidemment, puisque aujourd'hui, on n'a pas d'informations communiquées par OpenAI, par exemple, sur ce type de pratique. En tout cas, aujourd'hui, la recherche d'informations, elle s'est installée chez les jeunes, mais aussi elle s'est installée fortement auprès des principales cibles que nous avons, y compris des cibles un peu plus âgées. Pour vous donner un exemple, nous on a eu un premier lead via ChatGPT où quelqu'un avait posé la question à ChatGPT de quelles étaient les meilleures agences analytics à Lyon, et ensuite cette personne nous a contacté. Donc là, on voit bien que sur des recherches plus transactionnelles de demande de services, là, ChatGPT aujourd'hui peut être un pourvoyeur de lead pour une entreprise. Donc il y a un impact clair sur les recherches informationnelles, hein, les recherches où on va par exemple poser la question de propose-moi un itinéraire de vacances aux États-Unis pour 3 semaines. Donc sur ce type de recherche, l'impact est avéré, mais là, la nouveauté, c'est qu'on se rend compte que dans des recherches plus orientées commerciales, transactionnelles, hein, des prospects un peu plus tièdes, chauds, on a
on a un impact clair de ChatGPT. Les jeunes, ils s'étaient aussi déjà éloignés de Google pour leur recherche, puisque YouTube est aujourd'hui également un moteur de recherche très important pour les jeunes, et aussi TikTok, particulièrement évidemment sur la génération Z, qui va utiliser TikTok, notamment sur la recherche d'activités, la recherche d'un restaurant, des idées de loisirs, des idées de vacances. Cette recherche-là, elle se développe fortement. On a fait au mois de novembre un webinar sur l'émergence de TikTok et plus globalement de la vidéo dans le search. Vous pouvez y accéder en replay si vous souhaitez un peu plus creuser cette question. Ensuite, du coup, l'émergence des alternatives à Google, elle soulève deux questions majeures. La première, c'est comment je peux influencer ces outils pour apparaître dans ces résultats, soit sous forme de liens, soit sous forme de mentions. Parce qu'aujourd'hui, dans les résultats de ChatGPT, on peut avoir des liens directement vers les sites, mais ce n'est pas obligatoire. On a aussi des mentions, avec en plus une très forte volatilité, puisque les recherches vont être très, très différentes que l'on soit d'un utilisateur à un autre. Et même au sein d'un même utilisateur, vous pouvez faire la recherche 2 ou 3 fois de suite et avoir des résultats qui vont varier, avec notamment dans l'ordre d'apparition. Donc, la deuxième question que cela soulève, c'est comment on peut monitorer sa présence au sein de ces outils, comment on peut aussi s'assurer finalement qu'on a aussi une visibilité intéressante comme on peut l'avoir sur Google. Pour contrer ces nouveaux outils IA, Google a lancé AI Overview, donc qui est disponible aujourd'hui dans 140 pays, pas en Europe pour des questions RGPD, pour des questions liées aussi au Digital Marketing Act. Donc AI Overview aujourd'hui est présent dans ces pays, beaucoup sur des recherches informationnelles, aussi sur des recherches commerciales, sachant que Google a un enjeu clé, c'est que les résultats AI Overview ne doivent pas cannibaliser les résultats, les clics sur les liens ads, puisque l'enjeu pour Google reste un enjeu aussi de monétisation de son audience. Donc, on sent bien que Google, aujourd'hui, est dans cet enjeu-là de proposer ce que les gens attendent par rapport à l'intelligence artificielle, mais de maintenir aussi ses revenus. Alors, c'est pas encore une problématique qui se pose pour OpenAI et Perplexity, mais ça va devenir forcément, parce que la question de la monétisation de la recherche va être aussi un enjeu, et clairement, la publicité est le moyen le plus simple pour y répondre. Google a aussi dû faire face à une fuite massive de documents, Google Leak, qui a révélé pour nous des secrets de Polichinelle, mais au moins on en a aujourd'hui la certitude, c'est que donc au travers de l'algorithme et de l'approche NavBoost, on a la confirmation que les taux de clics dans les pages de résultats sont pris en compte par Google, que le comportement aussi sur le site est pris en compte. Donc ça confirme que aujourd'hui, on ne peut plus dissocier le SEO et le CRO. Alors, on appelle même la fusion de ces deux approches le SXO, Search Experience Optimization. Nous, c'est un concept qu'on a toujours un peu considéré comme bullshit, parce que l'enjeu du SEO, c'est pas de positionner un site dans Google, c'est évidemment d'impacter le business des entreprises. Et donc, ça veut dire que notre mission, elle ne s'arrête pas au positionnement, mais elle doit aussi s'assurer qu'une fois que l'internaute est arrivé sur le site, il soit dans de bonnes conditions pour aller jusqu'à la conversion. Et dernier élément, c'est le procès antitrust, donc, qui aura lieu en avril 2025. Alors, il y a aussi tout un tas, il y a une dimension politique, parce que dans le procès antitrust qui est soulevé, ça serait de demander l'enjeu, c'est de demander à Google de séparer en fait ses activités de recherche classique et de monétisation publicitaire de son navigateur Google Chrome. Et ça pourrait être quelque chose ça pourrait être un événement majeur, puisqu'aujourd'hui, la puissance de Google, la puissance algorithmique de Google dans sa capacité à cibler les bons dispositifs sur les campagnes Google Ads, les bons supports, et aussi à proposer des résultats plus pertinents en search, elle repose sur l'exploitation des signaux utilisateurs qui sont captés par Chrome. Donc, pour le coup, là, cet énorme avantage concurrentiel que Google a pourrait disparaître, sachant qu'il y a aussi en toile de fond un enjeu macro international par rapport aussi
au combat de titans entre les États-Unis et la Chine. Donc voilà, les choses sont loin d'être faites. Il faudra être vigilant en avril 2025 pour voir effectivement quelles seront les décisions américaines, parce qu'elles pourraient encore plus rebattre les cartes du search. Au niveau du contexte contenu, je vais te laisser la parole, Charles-Antoine, parce que forcément, par rapport à l'émergence de l'intelligence artificielle, il y a aussi énormément de changements et d'impact sur les stratégies de contenu. Yes, merci Lionel. Bien effectivement, parce que quand on parle de contenu, on va le voir avec la slide suivante. Tu peux passer. On a des stats qui sont un petit peu dingues sur LinkedIn, donc c'est près d'une publication sur deux qui serait générée par l'IA. Et en toute honnêteté, je en fais un peu partie parce que l'IA, ça permet de développer sa créativité. On va le voir plus loin, mais ça permet surtout parfois de donner une impulsion à la création qui a poussé de plus en plus de monde en fait à créer du contenu. La deuxième stat, et elle est un peu plus inquiétante à mon sens, surtout pour la deuxième partie, quand on parle de traduction via l'IA, on l'a vu, ça pullule un petit peu de partout sur le net. La traduction via IA, c'est rarement une bonne idée parce que l'IA fait des erreurs dans le sens où elle n'a pas une approche humaine de la traduction, elle n'a pas une connaissance terrain. Ah, on voit plus après, merci. Elle n'a pas une connaissance terrain finalement de la langue. Euh, et donc, ça crée un petit peu un problème. Ça soulève en tout cas une question majeure, c'est que l'IA devient son propre carburant. On se pose donc légitimement la question en fait de la qualité des contenus en sortie et donc l'impact sur le SEO, sur les SERP en général. On peut rapidement se retrouver face à un problème de fraîcheur et d'originalité en partant du principe que si des contenus sont de plus en plus issus de la même base, euh, on arrive à des résultats qui peuvent facilement être redondants. Voilà, soyons, prêtons attention en tout cas à la qualité de nos contenus, ne laissons pas l'IA tout faire, parce que sinon on voit bien qu'avec l'ampleur que ça prend, on peut vite se retrouver face à des problèmes. Donc je peux passer à la question suivante, s'il te plaît. On a trois grandes questions, à mon sens, qui peuvent se poser. La première sur la diminution de l'attention, parce qu'un trop plein de contenu, on mène rapidement à un scrolling un peu passif qui devient moins engageant, avec une difficulté à se différencier. Donc, plus de contenu similaire. Le travail des marques, en fait, pour réussir à capter, à garder l'attention, va devenir potentiellement de plus en plus compliqué. C'est un cercle vicieux. L'IA va générer des contenus qui seront ensuite réutilisés pour en générer d'autres. Et on pourrait imaginer tendre vers un appauvrissement du web. Certains disent que c'est déjà en cours. Je pense qu'on a encore, en tout cas nous en tant que consultants SEO, toutes les billes à jouer pour s'assurer que les contenus qui sortent de l'IA ne soient pas des contenus poubelles. L'impact écologique, parce que évidemment, ça semble tout à fait logique, hein, c'est que toutes ces données qui transitent, il faut bien les stocker. À un moment donné, il faut bien les stocker quelque part. OpenAI avait communiqué sur leur consommation. Un modèle comme ChatGPT, c'est environ 512 mégawatts-heure par jour. Et dans l'étude, dans l'élément où ils parlaient de leur consommation, je crois que ça représente 17 000 foyers français sur une journée. Donc en fait, il faut bien se rendre compte que ces données ont un impact sur l'écologie parce qu'il faut les conserver, il faut les traiter. Et pour le dernier point sur le ralentissement de l'indexation, c'est un petit peu un effet domino. Il faut se dire que toute cette surabondance de contenu que Google doit traiter, à un moment donné, en fait, Google n'a pas une performance extensible sans fin. Et donc, sa capacité qu'il avait déjà avant l'arrivée de l'IA à traiter et donc indexer des contenus se trouve fortement impactée par toute cette masse de contenu qu'il doit traiter quotidiennement. Il faut dire que malheureusement, dans l'eau, il y a des contenus de qualité créés par de l'humain, ou en tout cas assistés par de l'IA, mais uniquement assistés, vont se retrouver pénalisés par toute cette masse de contenu un peu poubelle qui vient pulluler sur le web. Passer à la suivante, s'il te plaît. Pour la partie vidéo, là on le voit très bien, hein, c'est que si on prend juste les stats brutes, la vidéo c'est l'outil rêvé sur le papier parce que ça crée du lien, ça instaure un climat de confiance, ça a un impact finalement maximal dans un minimum de temps et c'est un élément hyper fort en fait pour développer l'engagement. Ce qu'on voit du coup sur le graphique, c'est qu'également 15% des consommateurs qui ont envie de s'informer sur un nouveau produit vont le faire via les canaux un peu plus classiques. Donc là où la vidéo va avoir un impact très fort, c'est pour privilégier donc et développer l'image de marque. C'est un facteur clé qu'il faut intégrer dans les strats
et surtout le plus vite possible, le plus tôt possible, j'ai envie de dire, dans la construction et la mise en place de vos stratégies. La vidéo, ça a un coût. C'est là où l'IA va également pouvoir nous aider. C'est que l'IA est un bon appui pour la création. On peut créer grâce à l'IA, sous contrôle évidemment de ce qu'on lui demande de faire et de contrôler ce qui en sort. Mais en tout cas, la vidéo, c'est la vidéo sur tous les supports. On peut plus se concentrer en gros que sur un canal de diffusion. Euh, donc, quitte à investir dans de la vidéo, autant le répliquer en fait cette action à tous nos différents canaux. Une vidéo, ça peut être réutilisé, recyclé surtout. Une vidéo YouTube peut être mise en short, peut être intégrée à votre site web, peut être disponible sur différentes plateformes, sous différents formats, avec des focus différents. Lionel en parlant au début de présentation, mais TikTok est devenu, tout comme l'est Instagram, en fait, un vrai moteur de recherche quand on a besoin d'une information précise, rapide, et qu'on a envie parfois d'avoir juste une réponse sans avoir d'autres informations qui gravitent et qui viennent polluer un petit peu notre réflexion. La vidéo, c'est un super outil pour ça. Je peux passer. Ouais, pardon. Et donc, la vidéo, il faut bien garder en tête que c'est pas uniquement du B2C, c'est également du B2B. C'est une discussion qu'on a eue dernièrement avec Juliette. Parce que là, dans les statistiques, on ne parle souvent que de cadres, que de dirigeants, d'acheteurs. La vidéo dans le B2B, ça va même bien plus loin que ça. On a dans nos proches familles des artisans et qui finalement, en fait, parfois vont préférer regarder une vidéo courte qui présente un nouvel outil, une façon de faire, plutôt que d'aller lire un manuel d'installation pour un nouvel élément de cuisine qu'ils n'ont jamais installé. En fait, une petite vidéo, c'est rapide, ça cite les points clés, ça apporte vraiment tout ce qu'il faut là où il faut. À l'inverse d'un texte qui parfois pourrait être un petit peu oublié, on retient mieux avec la vidéo, que ce soit donc pour l'utilisation d'un produit, du comparatif. Bien utilisé, c'est un vrai outil d'aide à la décision. En fait, dans ma tête, j'ai toujours un petit comparatif, c'est de se dire qu'une bonne vidéo bien structurée qui apporte la bonne info, c'est l'équivalent d'une bonne grosse présentation d'un cabinet de conseil pour présenter deux outils. En fait, 120 slides pour comparer deux outils en 2 heures de réunion. Et bien finalement, une vidéo d'une demi-heure qui présente les deux outils, leurs différences et leurs avantages concurrentiels. Et bien parfois, on arrive au même résultat. Je dis pas que la slide est inutile parce qu'elle a son utilité évidemment au sein des organisations, et ce sera toujours le cas. Mais parfois, une bonne vidéo d'un expert qui connaît son sujet nous apporte la même information avec, en plus de ça, un engagement et un développement de l'autorité pour la marque qui serait plus fort. Merci Charles-Antoine, on va passer à Juliette. J'ai juste une précision, je ne l'ai pas dit en introduction, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat de Livestorm. On a prévu une session de questions-réponses à la fin de cette présentation. Merci Charles-Antoine. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler effectivement de la partie campagne d'acquisition. Donc déjà, un des constats, c'est qu'effectivement, et particulièrement sur Google Ads, qui est pionnier dans tout ce qui est publicitaire, on a vu des coûts qui étaient de plus en plus chers, des choses qu'on pouvait avant faire à un coût vraiment très intéressant sur Google Ads n'est plus le cas aujourd'hui parce que demande et concurrence de plus en plus importante et qu'il faut arriver à se différencier dans cette masse et à trouver sa place pour éviter ces inflations de coûts. Donc ça, c'est le premier constat, mais dû effectivement à une concurrence accrue et puis le fait que la surcharge en fait des placements publicitaires a besoin effectivement de retrouver du coup un équilibre. Donc on va voir dans le slide suivant tous les enjeux de l'IA qui a pris de plus en plus d'importance pour pouvoir gérer les campagnes d'acquisition selon les plateformes publicitaires et que l'humain a vraiment sa part. L'humain avant passait beaucoup de temps sur les plateformes publicitaires pour gérer cette diffusion et manager la diffusion. Désormais, l'humain est vraiment nécessaire en amont de cette diffusion pour créer et construire en fait des campagnes d'acquisition qui vont permettre d'avoir tout leur sens et d'apporter toutes les informations utiles à l'IA une fois les campagnes créées pour pouvoir aller dans le sens souhaité. Donc ces inputs, ça concerne deux principaux éléments
qui vont être effectivement les audiences. En priorité, vos audiences propriétaires, qu'on appelle l'audience first, qui sont donc vos clients, vos prospects, tout ce que vous avez aussi bien hors ligne qu'en ligne. Mais aussi effectivement toutes les audiences que vous pouvez avoir grâce aux plateformes publicitaires par rapport à des données déclaratives ou comportementales. Et toute cette audience va aider à votre ciblage pour cibler les personnes que vous souhaitez vraiment toucher. Peut aussi vous servir à les exclure afin d'aller toujours dans de la conquête et du coup ne pas aller cibler des personnes déjà acquises d'une façon ou d'une autre. Également, très important aussi la possibilité de faire ce fameux profiling, donc ces jumeaux statistiques de votre audience propriétaire, qui est donc l'audience la plus valable et la plus représentative et engagée de celle qui est avec votre marque. Et également cette personnalisation, parce qu'on ne s'adressera pas pareil aux différentes typologies d'audience, des audiences qui vous connaissent déjà ou des audiences qui viennent d'un certain secteur ou d'un autre secteur. On pourra du coup leur exprimer des messages différents. Et l'autre élément très important vont être tous les éléments créatifs. Donc même si ces éléments, effectivement, avec aussi l'IA, on a maintenant ça nous apporte de la facilité dans la création de nos visuels, de nos formats. Quand on n'a pas forcément tous les formats en magasin et qu'on n'a pas le temps de les développer, etc., c'est vrai que l'IA a ce gros avantage de pouvoir être une aide non négligeable dans le temps et l'argent que ça peut coûter, comme a pu le dire Charles-Antoine auparavant. Mais du coup, il va falloir que l'humain décide vraiment quels sont les visuels, les formats, donc les images, les vidéos, sur quel emplacement ils vont vouloir aller les positionner, avec quel message par rapport à la concurrence, par rapport à ce qu'on leur produit ou leur service. Donc, effectivement, avoir aussi ce choix de produits. Quand on fait aussi du shopping ads, qu'on est dans du retail, c'est vraiment l'humain qui va être capable de décider quels sont les produits qu'il souhaite vraiment promouvoir par rapport à sa concurrence, par rapport à sa rentabilité, par rapport à tout un tas de choses. Et bien sûr, en socle de tout ça, c'est aussi l'humain qui décide du budget média qu'il va vouloir mettre pour ses campagnes d'acquisition, là où il va vouloir diffuser, et surtout pour quels objectifs il fait ses campagnes d'acquisition. Donc, une fois que tout ça a été mis en place par l'humain, on passe à la partie diffusion, activation de vos campagnes sur l'ensemble des plateformes publicitaires décidées en fonction de toute une logique aussi de stratégie de qui on veut toucher et avec quel message et du coup quel format. Mais après, là, dans la partie diffusion, c'est là où on a eu un gain de temps par rapport à la gestion des plateformes publicitaires. C'est que l'IA va avoir cette force de pouvoir aller trouver les meilleures combinaisons possibles et en temps réel de tout un tas d'éléments sur quel placement publicitaire il va aller se mettre, quelle audience il va aller toucher, sur quel plutôt appareil, device, à quel moment de la journée, à quel jour de la semaine. Et donc, toute cette combinaison en temps réel va faire en sorte d'aller atteindre votre objectif. Et donc, effectivement, pour ça, le tracking, comme on l'a vu apparaître, est un des éléments clés pour pouvoir faire en sorte que l'IA, donc le premier élément, c'est tout l'input qu'on va lui donner, tout ce qu'on va lui donner à travailler et à se nourrir, mais aussi effectivement traquer les objectifs que l'on cherche à atteindre pour que ces optimisations de l'IA soient faites dans ce sens-là. Et enfin, suite à cette diffusion, on a effectivement tout ce qui va en ressortir. Et là, l'humain a aussi un rôle du coup primordial à jouer, même si l'IA permet des recommandations à cette capacité de prédiction en temps réel, etc. Toutes les données qui vont ressortir des diffusions de ces campagnes, il va falloir les analyser grâce à tout un tas d'outils qu'on pourra avoir à disposition pour faire en sorte d'en tirer des enseignements, d'en tirer des cas pratiques et de pouvoir du coup réinjecter dans nos constructions de campagne et dans les plans médias qu'on veut mettre en place toute la richesse de cette information pour être toujours dans une construction perpétuelle. Toute la donnée de la concurrence aussi est une donnée très importante à prendre en compte, les données de comportement sur site, de comment aussi pouvoir améliorer certaines choses.
Et aussi effectivement cette grande synergie qu'on a avec tous les contenus et le travail du SEO, de voir comment toute cette partie-là peut être améliorée grâce à l'analyse de toute cette donnée. Donc, comme je le disais, voilà, tout ça va permettre d'avoir des ajustements, des optimisations, voire des réorientations de tous les inputs qu'on va donner aux plateformes publicitaires. Donc là, on a bien compris qu'on est vraiment dans une nouvelle dimension de l'apport des experts dans tout ce qui est campagne d'acquisition et que la valeur ajoutée sera moins concentrée sur la plateforme publicitaire en tant que telle, mais vraiment sur tout le travail en amont de quelle est la stratégie que je vais adopter, comment je me positionne par rapport à mes concurrents, quel créage j'associe, quel type de format. Qu'est-ce que je fais par rapport à mes concurrents et aussi avoir l'analyse de tout ce que je connais par rapport à mon site, à mes clients, à ce qui est fait sur le terrain pour avoir une vraie personnalisation et compréhension de mes utilisateurs et de mes clients pour pouvoir s'adresser dans les meilleures conditions à toutes ces personnes. Et sur le slide suivant, ça amène du coup à l'importance clé, ce que beaucoup connaissent déjà, mais effectivement, qui est le nerf du coup, et une des fortes clés du succès, c'est que pour pouvoir prendre toutes ces décisions et que ce soit des décisions objectives, il faut impérativement qu'on puisse maximiser la collecte de toutes les données qu'on pourrait utiliser et surtout les analyser pour en tirer des vraies décisions stratégiques. Ce qu'on va aborder par la suite avec Christian, c'est l'importance de cette collecte et de cette fiabilité de la donnée pour pouvoir optimiser nos performances. Bonjour à tous. Donc effectivement, en 2024, le contexte de la data, il est dans la continuité des années précédentes, à savoir toujours plus de protection de la donnée personnelle. Alors, phénomène qui a beaucoup émergé en Europe, mais qui n'est pas le seul fait de l'Europe. Donc en 2024, on a eu l'apparition du Digital Marketing Act au mois de mars, donc qui est là encore donc un fait européen comme le RGPD et la e-privacy. On avait la fin annoncée des cookies tiers sur Chrome, qui a été reporté une première fois pour le deuxième semestre et puis qui aujourd'hui pour lequel on n'a plus de date prévue, mais on sait que c'est quelque chose vers lequel on va. Donc on est dans ce contexte-là, donc de protection des données personnelles qui à titre individuel, personnel, nous convient à tous, mais d'un point de vue de nos activités professionnelles, complique la donne, puisque l'impact derrière, c'est que le potentiel des données dont on peut disposer pour travailler s'affaiblit considérablement. Lionel, on peut passer à la slide suivante. Merci. Et donc, effectivement, on voit que sur les 10 dernières années, avec l'apparition des adblockers, des restrictions aux navigateurs, du RGPD, donc de sa brique e-privacy, le potentiel qu'on avait il y a encore 10 ans en termes de collecte a considérablement diminué. Donc, ce qui nous reste aujourd'hui comme données risque encore de s'affaiblir, puisqu'on a pu constater sur les dernières années que les taux d'opt-in baissaient considérablement. C'est-à-dire qu'au tout début, on avait des pratiques qui étaient presque du forçage de main pour autoriser les cookies, pour lesquels nos audiences étaient très peu informées et donc acceptaient, on va dire, par défaut pour se débarrasser du bandeau, avec toutes les communications qui sont faites et la pédagogie qui est faite par la CNIL, mais pas seulement, par les acteurs institutionnels. Ces notions de respect de la vie privée sont des notions qui sont de plus en plus comprises, pour lesquelles les impacts, les enjeux sont compris des audiences, des utilisateurs d'Internet que nous ciblons, et puis les pratiques imposées par la CNIL étant de plus en plus évidentes, puisque la CNIL a refait un rapport dernièrement en mettant en évidence les pratiques qui visaient à rendre plus difficile le refus de consentement que l'acceptation. La CNIL a rappelé que ce n'était pas toléré, elle a mis des grands acteurs en demeure, donc on va aller vers plus de sanctions et plus de rigueur dans la surveillance et dans les sanctions.
Donc, ce taux-là va continuer à dégringoler puisque on va faciliter le refus de tracking de la part de nos audiences. Donc, le risque est qu'à court terme, on se retrouve dans une situation où on ne puisse plus mesurer que 15 ou 20% du potentiel ou de l'audience qui navigue sur nos sites. Donc avec forcément des impacts en termes d'analytics, puisque on a des difficultés pour mesurer les conversions et notamment l'audience et les conversions générées par les canaux d'acquisition, puisque si on utilise une solution exemptée du recueil du consentement, on ne peut pas récupérer la provenance média et aussi forcément un retargeting qui va être moins performant et comme l'a présenté Juliette tout à l'heure, l'IA a besoin de data pour être performante. Donc là, on est dans une confrontation de ce qu'il faut faire pour avoir de la performance, mais en même temps des contraintes réglementaires qui ne nous facilitent pas le travail. Rapidement, parce qu'on a pris un peu de retard sur le timing, au niveau du contexte annonceur, une étude de Gartner qui montre que l'intelligence artificielle est le sujet marketing phare en 2025. Je pense que ça ne surprendra personne. Aussi bien dans des notions d'automatisation que aussi dans l'usage, dans le travail aussi autour de la marque. L'idée, c'est de s'appuyer sur l'IA aussi sur des plateformes de marque ou sur la transformation digitale du marketing et des outils. Mais dans le même temps, les budgets marketing sont en baisse constante. Là, vous avez une étude, toujours étude de Gartner, qui montre la part des budgets marketing par rapport au chiffre d'affaires global. Et on voit depuis le Covid, on est dans une baisse permanente. Donc, cela soulève tout un tas de problématiques, notamment l'importance stratégique de pouvoir valoriser en fait immédiatement le ROI de ces actions marketing, de prouver la valeur dans un contexte tendu au niveau économique. Forcément, ça soulève ces enjeux-là. Donc, en synthèse, l'IA aujourd'hui rebat les cartes par rapport à l'hégémonie de Google, qui n'a jamais été autant contestée, mais il a les armes pour résister. L'IA Gen a fait exploser les volumes de contenu publiés. L'IA est au cœur de la diffusion des campagnes médias qui doivent être nourries avec de la data, mais cette data elle est de plus en plus compliquée à collecter. Et l'IA est une forte priorité pour les décideurs marketing, mais qui doivent composer avec des budgets qui sont en berne, et donc cette nécessité de démontrer la valeur. Donc on voit bien qu'il y a des cartes qui sont rebattues, mais des enjeux qui sont peut-être contradictoires. Donc on va passer maintenant à la partie, une fois qu'on a connaissance de ce contexte-là, quelle feuille de route activer pour 2025 ? Et c'est Christian qui va nous parler en priorité de l'analyse des données. Donc le premier sujet sur lequel on voulait insister, c'était l'importance d'exploiter la donnée dont vous disposez actuellement. En reprenant cette recommandation d'un web analyste très connu qui préconisait effectivement une répartition de 10-90 entre le budget alloué à la technique et aux éléments techniques et le budget humain dédié à l'analyse. Ces dernières années, on a été effectivement obligé par des contextes technologiques et juridiques de retravailler sur les plans de marquage et sur la collecte, mais il est indispensable aujourd'hui d'exploiter au maximum ces données et avant d'envisager de collecter plus ou différemment, d'essayer de tirer les enseignements au maximum des jeux de données dont vous disposez, sous réserve bien entendu que vous soyez en confiance par rapport à la qualité de ces données. Donc pour nous, c'est la première étape, analyser ce qui existe avant d'envisager enrichir. Sachant que donc toutes les données dont vous disposez vous permettent de nourrir un certain nombre de décisions. Donc, il s'agisse de décisions concernant l'acquisition, donc la répartition de votre mix média, l'optimisation des budgets publicitaires. Ça peut concerner la gestion des contenus, donc analyser la performance de vos contenus, comparer la performance de vos contenus, comment recycler vos contenus, définir votre calendrier de publication,
décliner vos différents contenus et analyser l'impact des différentes déclinaisons sur les comportements au niveau de votre site et sur l'impact de ces contenus sur le déclenchement des actions engageantes de vos utilisateurs. Et puis enfin, des décisions concernant l'expérience utilisateur à proprement parler, puisque l'analyse des comportements sur votre site peut vous amener à repenser l'ergonomie, une ergonomie globale de navigation, ou peut-être plus locale, l'ergonomie d'une page produit, l'ergonomie d'une page liste de produits ou l'ergonomie d'un formulaire. Et puis, donc, peut nourrir effectivement un cahier des charges en cas de refonte. Là, on vous propose quelques grandes analyses qui nous paraissent être devenues aujourd'hui des incontournables. Incontournables aussi parce que la technologie ayant évolué, ce sont des choses qui sont beaucoup plus abordables qu'avant. Une analyse de parcours utilisateur telle qu'on vous la présente aujourd'hui sous la forme d'un Sunburst qui a été beaucoup médiatisé par un outil tel que Content Square, était jusqu'à peu assez complexe à mettre en œuvre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus abordable. Sans y passer beaucoup de temps, là, je vous montre un exemple. Ce Sunburst visualise l'ensemble des visites sur un site. Donc, ce premier anneau nous donne le nombre total de visiteurs. Et puis, chaque anneau va représenter une page dans l'étape de navigation. Donc, le premier anneau, c'est la première page. Donc là, on voit qu'on a 38% de nos visiteurs qui arrivent sur une page produit. Si je veux comprendre comment ces visiteurs se comportent à partir de cette page, je peux cliquer sur cet anneau-là et puis je vais pouvoir voir quel est le comportement à partir de cette page. Dans cet exemple, on constate qu'on a 65% de visiteurs qui s'arrêtent dès la page produit et que les autres, on a 10%, 8% qui voient une deuxième page et ainsi de suite, avec la possibilité de dérouler sur la droite là, le fil d'Ariane qui se matérialise. Donc l'intérêt de ce type d'analyse, c'est d'identifier des tendances qui vont éventuellement nous permettre d'affirmer des hypothèses de navigation qu'on avait émises lors de la conception du site, ou de les confirmer ou de les infirmer. En termes, alors je ne sais pas si vous voyez à nouveau la présentation. Oui, merci Lionel. En termes d'analyse, une autre analyse qui nous semble très importante, c'est l'analyse des moteurs de recherche. On a aujourd'hui beaucoup de sites qui présentent des moteurs de recherche, quasiment tous les sites marchands qui ont un petit peu de profondeur. Ce qui nous semble important, au-delà de mesurer l'utilisation du moteur, c'est plutôt d'évaluer son impact sur l'engagement. Donc, quelles recherches sont effectuées, certes, les mots-clés qui sont tapés, mais pour quel engagement derrière? Donc là, ce qu'on propose dans cet exemple-là, c'est de comparer le volume de recherche par requête et le nombre de clics post-recherche dans la page de résultat. Et on voit que notre premier exemple, par exemple, qui est donc la requête la plus fréquente sur ce site-là, génère finalement post-recherche quasiment aucun engagement. Donc, ça laisse à penser qu'il y a des problèmes dans la page de résultats ou que finalement, l'internaute se fourvoie dans sa recherche. Mais ça peut orienter vers une réflexion sur le fonctionnement du moteur à proprement parler et où sa pertinence ou le design de la page de résultats. Enfin, une dernière analyse qu'on suggère, qui concerne tous les tunnels de conversion. Donc là, c'est un exemple de tunnel e-commerce, mais c'est valable pour des cas de sites avec des problématiques de génération de leads sur des formulaires multi-étapes. On a l'habitude tous de mesurer un taux de conversion. Maintenant, on n'a souvent pas d'idée de la fluidité du comportement dans le tunnel. Est-ce que les internautes ont tendance à revenir régulièrement sur l'étape précédente, voire 2 étapes en amont pour vérifier une information, par exemple, ou parce qu'une étape est passée trop vite? Voilà. Est-ce que ces tunnels sont fluides dans leur conception et dans leur réalisation? C'est un autre élément qui nous permet un autre élément à vérifier pour s'assurer que le site qu'on propose met l'internaute dans les meilleures conditions pour atteindre l'objectif qu'on lui a fixé. Donc,
Concernant cette data, donc on a vu que le contexte était pas florissant en termes de quantité de données. Une fois qu'on a exploité au mieux ce dont on disposait, on peut aussi se poser la question d'enrichir la collecte, tout simplement de l'améliorer techniquement. Et donc là, on voulait aborder le sujet du trading server-side. Donc vous avez dû probablement entendre parler, ça fait déjà quelques années que c'est en place. Là aussi, pour des raisons de coût et parce qu'il y a des solutions technologiques qui simplifient son déploiement, c'est quelque chose qui s'est beaucoup démocratisé sur 2024 et qui va encore se faire. Mais au-delà du fait que ça se démocratise ou pas, c'est surtout une solution qui permet d'améliorer la qualité de la donnée et au-delà de la qualité, d'améliorer aussi en termes de quantité pour tout ce qui concerne les tags médias. Dans le sens où ça va permettre de contourner les problématiques liées à la durée de vie des cookies tiers ou alors potentielles absences, en transformant la donnée basée sur la reconnaissance utilisateur basée sur un cookie tiers par de la donnée basée sur un cookie first party. Donc ça va permettre de pérenniser la reconnaissance d'utilisateurs qui arriveraient depuis des campagnes et donc de reconnaître un visiteur qui est venu une fois depuis votre campagne Facebook, de le reconnaître au bout de 3 jours ou d'une semaine, ce qui n'est pas le cas dans un tracking standard. Donc ça va permettre d'alimenter vos plateformes médias, puisque vous allez mieux reconnaître vos internautes, vous allez pouvoir remonter cette information en plateforme, qui vont affiner leurs algorithmes, et donc c'est un effet vertueux, puisque vous allez mécaniquement voir vos coûts d'acquisition baisser. Alors c'est pas que la réalité ils vont baisser, mais c'est que la mesure va vous permettre d'y voir plus clair et de vous rendre compte qu'ils sont inférieurs à ce que vous imaginiez auparavant avec de la donnée beaucoup plus partielle. Donc, c'est une meilleure visibilité sur l'impact de vos dépenses publicitaires. Et c'est le premier sujet qui doit vous faire réfléchir à la nécessité de passer sur cette technologie-là, c'est le montant de vos impacts, de vos dépenses publicitaires et la qualité de la mesure que vous en avez. Donc là, on vous a cité quelques exemples, un exemple notamment qu'on a pu avoir avec le cas de Yves Rocher, qu'on a accompagné sur le déploiement notamment des tags méta via du server-side, via la solution Addingwell, qui facilite le déploiement de l'infrastructure server-side. Et grâce à ce déploiement, les chiffres ont permis à Yves Rocher de constater 8% de baisse du coût de clic, 26% du coût d'acquisition prospect et 13% de baisse du coût d'acquisition client. Donc, ça a permis de relativiser, d'y voir vraiment beaucoup plus clair par rapport aux investissements et de mieux comprendre leurs effets. Et dernier sujet par rapport à la collecte, donc il y a effectivement ce sujet technologique, mais il y a aussi effectivement le sujet communication, design de l'interface de votre plateforme de consentement qui joue grandement. Donc il est important de s'attacher à ça. C'est des quick wins puisque l'enjeu technique, il est plutôt simple, c'est ça peut se voir avec l'agence web. Parfois, vous êtes même autonome, ou nous, on peut l'être pour intervenir dans la CMP pour la relooker. Donc, il y a aussi bien le travail de la présentation des boutons, de leur emplacement, que le travail du texte en lui-même. On voit bien qu'à gauche, on a un grand pavé qui donne pas du tout envie de regarder, avec des boutons qui sont pas accessibles, les boutons de validation, d'acceptation, alors que le cas de Sephora, on a un texte tellement court avec une phrase en gras qui nous incite plutôt à la lire et un bouton d'acceptation qui est plus évident, tout en respectant la possibilité de naviguer sans consentement. Donc voilà, un sujet simple de maximisation du taux d'opt-in. C'est le slide suivant. Parce qu'on doit accélérer un peu sur le timing. Merci Christian. Maintenant, c'est à Charles-Antoine de nous parler d'intelligence artificielle et de créativité.
Ouais, je vais reprendre la main là-dessus. On le voit de plus en plus de toute façon, et c'est tout le sujet de cette présentation, à mon sens, c'est que l'attente de l'utilisateur quand on parle de recherche est différente. Elle évolue, elle est en constante évolution. On le voit sur les SERP, on a de plus en plus d'informations, de plus en plus de richesses. Là, sur notre exemple, entre du shopping, des images, les PA, de la map, on a vraiment des SERP de plus en plus denses et riches. Et finalement derrière, est-ce que l'utilisateur a envie de passer plus de temps dans la lecture ou juste dans la récupération de l'information clé? C'est là où l'IA en fait va venir nous assister parce que maintenant le SEO c'est plus juste Google via une page de contenu sur un site web. Les points de contact avec les utilisateurs ils se multiplient, que ce soit les réseaux sociaux, de la vidéo, de la recherche vocale, de l'assistant IA. Pour être visible partout, il faut forcément aller penser un petit peu plus loin que le web classique avec de gros guillemets, hein. Et c'est là que l'IA devient aller puissant parce que ça nous aide à mieux créer, à optimiser des contenus déjà existants. Ça nous permet en tout cas d'être euh, à condition d'être bien paramétrés, de devenir de vrais assistants en tout cas à la création. Et parce que donc les moteurs de recherche évoluent, il faut que notre approche du SEO évolue également. Je peux passer à la suivante si tu veux. On l'a vu avant, donc les SERP changent. Ça, on est d'accord, c'est un constat simple que tout le monde peut observer. Donc c'est plus juste des liens bien rangés, il y a un peu de tout maintenant et surtout donc la réponse instantanée. Donc pour être visible, il faut qu'on arrive à être visible auprès de l'IA. Pour être visible auprès de l'IA, on a besoin de data pour comprendre où on se trouve et ce qu'attendent nos clients. On a besoin du SIA parce que c'est un peu le coup de pouce qui va nous permettre soit de pousser le contenu, de les rendre plus clairs dans le sens où la donnée que possède le paid sur le comportement utilisateur peut être utilisée en SEO pour affiner en tout cas notre ciblage et la compréhension de la cible. Et finalement, c'est tous ces éléments-là, ce regroupement en tout cas de ces éléments qui permet d'avoir une stratégie qui tient debout. Quand parfois en SEO, on pouvait avoir il y a quelques années des éléments qui nous semblaient hors scope, maintenant en fait, il faut réfléchir à un tout et tout connecter pour être certain de performer. On va passer à la suivante. Moz a sorti il y a peu une étude qui est plutôt intéressante, qui nous permet de comprendre si c'était nécessaire qu'un des piliers du SEO, qui n'était pas officiellement inscrit, mais qui est l'autorité de marque, devient de plus en plus nécessaire. Donc cette étude, elle présentait un petit peu les gagnants, perdants et les gens juste au milieu vis-à-vis de la dernière core update de Google, avec ce ratio qui est hyper important. Donc le ratio DABA, donc Domain Authority et Brand Authority à 2. On le voit que en fait, en vérifiant chacun de notre côté, si on a un ratio qui se rapproche des deux, on a probablement été plus impacté que les autres, en tout cas depuis cette core update. Euh, Tout ça finalement appuie le discours que pour être visible dans l'IA générative, que ce soit donc du GPT, Perplexity, Gemini, les résultats de la SGE, peu importe, il faut devenir une source un peu fiable et d'autorité sur son sujet. C'est là où en fait le brand authority va venir faire la différence. Plus la marque sera mentionnée sur Internet, plus on sera intégré aux réponses et plus on aura une chance d'être visible par les IA. C'est déjà un discours qui est un petit peu alimenté par le AT de Google, hein, où de toute façon, il faut que une autorité de marque, pour être bien positionnée, il faut une autorité de marque bien maîtrisée. Ça passe par des actions SEO réfléchies et stratégiques. C'est un cercle vertueux finalement de pensée pour l'IA. C'est d'avoir des actions on-site, donc un travail sur la lisibilité et sur l'accès à l'information pour le consommateur, développer des références crédibles, donner de la donnée chiffrée. Finalement, c'est un peu tout ce qu'on cherche à faire pour être visible par l'IA qui permet quand même d'avoir un web de bonne qualité. Dit autrement, en fait, sur le brand authority, ce sont les recherches de marque. Et si vous avez du coup un écart trop important entre l'autorité de votre domaine, c'est-à-dire les backlinks que vous allez avoir en SEO qui pointent vers une page, et donc un site qui est bien optimisé SEO, mais qui à côté n'a pas réussi à créer une marque et donc à générer des recherches directement sur la marque, si vous avez un déséquilibre, vous pouvez être pénalisé, et en tout cas, c'est ce que cette étude a montré. Donc, plus que jamais, à la fois pour le search, mais aussi à la fois pour l'IA, il est important de créer des assets de marque et de créer de la notoriété autour de sa marque.
Et là, d'ailleurs, ici, on vous invite juste à aller faire un test de votre propre marque sur l'outil que Moz a mis à disposition sur le Brand Authority, de récupérer ces données, de faire vos calculs, de calculer votre ratio, et pour voir où vous trouvez. L'étude est à dispo en cliquant sur le lien de toute façon. Donc sur le Brand Authority, vous avez tout le détail avec surtout un tableau pour voir où vous vous positionnez par rapport à l'échantillon de sites qui ont été contrôlés et leur perte de position ou leur gain depuis la dernière update. Et de On peut toute avancer. façon, ouais, comme tu veux, vas-y. Non, mais tu l'as déjà. Non, je regarde le timing. Non, mais finalement, c'est comme tu l'as déjà expliqué. Tout ça va influencer forcément l'intelligence artificielle, le chat GPT notamment, qui va se baser sur l'algorithme de Bing, mais aussi sur la diversité de contenus existants autour d'une marque. Ah, pardon, je pensais que t'allais. J'ai l'impression que Ah t'avais non, envie de te non, lancer. non, non, Mais non, non, bah non, non, alors, non. ouais, de toute façon, quand on parle d'IA, il faut surtout imaginer l'interconnexion entre tous vos outils. L'idée, c'est que l'IA est un super accompagnateur, un super assistant, elle ne doit pas tout créer. Mais par contre, il y a des process qui fonctionnent extrêmement bien, notamment dans la production de contenu, un process qui est maîtrisé sous condition que vous maîtrisez vos données. Donc, ça fait également pas avec tout ce que pouvait dire Christian, c'est que la donnée est centrale là-dedans. Le choix du sujet, dans tous les cas, restera majoritairement humain, même si grâce à l'IA, on peut avoir des idées euh, sur des sujets. La validation finale doit toujours se faire par l'IA, par l'humain, pardon. Et c'est après que l'IA va vraiment entrer en compte avec toute la partie de machine et de travail vraiment algorithmique, de scrapping, de génération d'un plan, de génération même de l'article. Dans tous les cas, au milieu de tout ça, il faut absolument que l'humain soit au cœur de toutes les vérifications et tous les contrôles. C'est uniquement avec un process bien établi et un peu strict qu'on arrive à utiliser l'IA pour créer de bons contenus et éviter les notions d'approvisionnement du web qu'on a pu évoquer juste avant. Tu peux passer. Et donc justement, quand on parle de création assistée par l'IA, on prend l'exemple de Toad, qui est un outil qu'on utilise pas mal avec nos clients, qui nous permet en tout cas d'avoir plusieurs informations. L'outil en lui-même va nous permettre de scraper les SERPs un petit peu de son côté et de nous proposer des optimisations sémantiques, du maillage et de nous créer un brief. Le brief en lui-même, finalement, il est drivé par un prompt que nous, on va travailler chez Empiric avec travail avec tous les experts pour être certain de ne rien oublier. Et donc finalement, c'est là où l'IA est forte, c'est qu'elle va nous permettre, en utilisant deux outils, donc Tote et la partie DPT, d'avoir au final en sortie un prompt qui maintient et conserve votre image de marque, qui maintient le ton, le discours, la façon de s'exprimer de vos contenus. On arrive à garder une identité forte. Et c'est là où il faut faire très attention, c'est que créer via de l'IA, c'est bien, créer via l'IA en conservant l'autorité de votre marque, en conservant votre image de marque, votre ton, votre discours. C'est ce qui est le plus important. Et c'est uniquement comme ça, en fait, qu'on peut bien utiliser l'IA, à mon sens, en SEO. Merci, Antoine. Un quatrième pilier, c'est le scrapping des outils de Google, de TikTok, d'OpenAI et compagnie. Qu'est-ce que le scrapping? C'est le fait de pouvoir collecter de façon automatisée des informations présentes sur des pages de résultats. Donc là, on vous donne par exemple un premier exemple via notre outil Impact. On collecte, vous voyez tout en bas, les notions de composition de la SERP, c'est-à-dire on calcule en fait quelle est la part de pixels occupés par des types de résultats. Et donc cette approche-là qui permet de mettre en exergue le nombre de clics, votre position, les recherches et la composition de la SERP, déjà, elle va vous permettre de comprendre si vos clics augmentent, est-ce que c'est lié à une amélioration de votre position ou est-ce que c'est lié tout simplement à la saisonnalité? Et si ça se dégrade, est-ce que c'est lié à une dégradation de vos positions, à une baisse des volumes de recherche, mais aussi à une SERP qui est de plus en plus concurrentielle et occupée par différents types d'outils. Et donc, différents types de résultats. Et là, on le voit dans cet exemple qu'on a, par exemple, une page de résultats sur Google qui est de plus en plus occupée par des snippets. En l'occurrence, c'est de l'organic search. Et donc, forcément, le SEO
on le voit tout en bas, a une part de marché qui va progressivement, une part de visibilité qui va baisser. Donc, ça veut dire qu'à position et à visibilité constante, vous pouvez avoir moins de clics. Ce n'est pas le cas sur cet exemple-là, mais ça peut arriver. Et donc, ça, c'est important. C'est un travail qui va vous permettre de mieux cibler vos efforts. Deuxième intérêt, c'est qu'on va pouvoir aussi, et là on vous montre un exemple sur TikTok, mais on est capable de le faire sur n'importe quel outil, on va pouvoir mesurer sa visibilité. Est-ce qu'on est cité dans les mentions des résultats sur GPT? Est-ce qu'on est présent dans les liens qui sont présentés? Dans quelle mesure on est positionné en position top 10 dans une page de résultats? Voilà, ça va nous permettre d'avoir des informations qui sortent de la notion de clic pur vers son site, mais de savoir aussi quelle est sa visibilité sur les plateformes. Aujourd'hui, technologiquement, on est capable de le faire sur n'importe quel outil et ça peut être extrêmement intéressant. Troisième intérêt, c'est que le scrapping de ces données va vous permettre d'enrichir vos analyses et adopter une démarche empirique, puisque toutes les informations qui vont être collectées sur YouTube, sur TikTok, sur IA, sur les outils IA vont vous permettre d'avoir un suivi de la performance, comme je le disais, mais aussi de vous permettre d'avoir des opportunités éditoriales parce que ça va vous permettre de savoir quels sont les sujets les plus performants chez les concurrents, identifier les nouveaux angles, donc ça va infuser votre stratégie de création de contenu et vous permettre également de faire du social listening en analysant les tendances et en pouvant identifier aussi les influenceurs qui sont présents. Je suis allé assez vite parce que je vois le timing qui tourne. Juliette, je te laisse. Je vais aller assez vite aussi, oui, c'est deux slides là pour dire ça. C'est si vous faites beaucoup de Google Ads et que vous avez beaucoup de leviers différents activés, surtout des leviers, beaucoup d'affichage, etc. Donc, de pouvoir mettre en place le suivi avancé des conversions spécifiques à Google Ads pour pouvoir mieux mesurer vraiment la performance réinjectée aux bonnes actions faites sur vos annonces, que ce soit post-clic ou post-vue. Et voilà, pouvoir un peu donner où sont véritablement les poids qui ont contribué à vos objectifs finaux, ou aussi quand vous générez pas mal de leads via ces plateformes, via plein de campagnes différentes et que vous souhaitez réinjecter ces leads qui ont pu être transformés par la suite en clients chez vous pour voir à peu près la part de ceux qui ont été exposés et qui sont devenus clients. Donc ça, c'est spécifique à Google Ads et c'est spécifique à vos typologies de campagne et ce que vous faites vraiment sur la plateforme. Et sinon, sur le deuxième slide, en revanche, ce qu'on vous encourage beaucoup à faire pour toute typologie d'annonceurs, c'est vraiment de capitaliser, comme on l'a déjà dit, sur vos données propriétaires, donc mettre le plus possible d'actions, que ce soit sur vos sites ou via des actions offline, de pouvoir un maximum aller capitaliser dans votre CRM des données de leads, des données clients évidemment, mais aussi des données de leads par tout un tas de biais, de newsletters, de brochures, de salons, de tout un tas de choses que vous pouvez faire aussi sur le terrain, puisque ça va être la donnée que vous pourrez réinjecter sur les plateformes médias et qui seront ultra performantes et valables pour mener des campagnes d'acquisition performantes. On arrive rapidement à la conclusion et on prendra quelques questions si toutes n'ont pas été répondues par le chat. Quelle serait selon nous la feuille de route 2025 idéale? Les 5 piliers qu'on vous a présentés, on vous les a présentés je dirais de façon priorisée, mais voilà, pour nous, il y a aujourd'hui, l'enjeu que l'on a, c'est une création de valeur immédiate, mais aussi c'est d'anticiper les valeurs futures. Et c'est pour ça que aujourd'hui, dans le contexte actuel, ce qui a vraiment une priorité, c'est d'analyser vos données, d'exploiter ces données, parce qu'elles vont vous permettre d'optimiser le ROI de vos actions et elles vont vous permettre d'avoir des insights sur les comportements utilisateurs, qui est un enjeu particulièrement important dans un contexte très incertain que l'on vit au niveau économique et au niveau marketing. Ensuite, évidemment, l'IA est un enjeu majeur pour toutes les entreprises et donc aujourd'hui, il y a des outils qui vont accélérer votre capacité de créativité, vous permettre de démultiplier votre créativité en produisant plus de contenu de qualité, en facilitant leur déclinaison sur plusieurs supports.
L'enrichissement de la collecte est aussi un enjeu permanent, mais un enjeu fort par rapport au juste nécessaire et de vos enjeux de business. Donc, on a parlé du server-side, on a parlé de l'optimisation de la CMP. Et ensuite, effectivement, dans des enjeux un peu plus futurs, l'investissement dans la collecte de données first est un enjeu clé parce que le cookie est une voie en espèce de disparition. Également le scrapping pour récupérer des informations depuis les différents moteurs. Et finalement, c'est ce qu'a dit Juliette et qu'on peut représenter ici. On est dans un cercle vertueux d'intelligence artificielle et d'intelligence humaine. Le rôle de l'humain, c'est un rôle en amont. Il fournit les inputs. L'IA va combiner, tester et optimiser en temps réel et ensuite l'intelligence humaine va analyser les résultats, améliorer les inputs pour améliorer l'efficacité de l'intelligence artificielle. Donc, on n'est pas dans une approche de grand remplacement de l'humain encore dans les métiers du marketing. Notre rôle est très important, mais effectivement, la valeur de l'humain, elle se déplace. Merci à vous pour votre écoute. On est allé assez vite dans cette présentation, mais pour nous, voilà, l'idée était aussi de vous donner une vue d'ensemble. Pour ceux qui le souhaitent, ils pourront nous envoyer un mail. Vous pouvez l'envoyer directement à contact@empirique.fr et on pourra vous envoyer directement la présentation. Et surtout, on sera à votre disposition s'il y a certains points que vous n'avez pas compris ou des points que vous aimeriez creuser. Mais en tout cas, pour nous, notre ambition, c'était de vous permettre d'avoir une vue d'ensemble du contexte 2024 et de voir dans quelle mesure ça va influencer vos choix stratégiques de cette année. Est-ce qu'il y a des questions ? A priori, non. Juliette, tu avais répondu directement. Bon, très bien. Je pense que vous avez maintenant faim. En tout cas, c'est mon cas. Il y a le bloc question, il y a une question pour toi, je pense, Christian. Je ne la vois pas passer, elle est où ? Dans le bloc question, tu as chat, questions et sondage. Pourquoi ne pas basculer sur Matomo qui propose aujourd'hui de meilleures solutions et des add-ons efficaces pour mesurer les conversions ? On peut passer sur Matomo ou d'autres solutions exemptées comme Piwik Pro, comme Piano, enfin tout dépend les enjeux et les moyens dont on dispose. Pour autant, la mesure de conversion reste une donnée qui est soumise à consentement. Donc, les outils exemptables ne permettent pas de mesurer toute interaction utilisateur, toute information. Donc, ils sont eux aussi limités, l'exemption étant contrainte à certains usages, certains paramétrages. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur le cas d'usage pur de la mesure du ROI des campagnes médias, on peut citer un outil qui est assez intéressant qui s'appelle ThankYou Analytics, qui est un outil qui va, de façon probabiliste, estimer les conversions des gens qui n'ont pas consenti au dépôt de cookies en se basant sur les conversions qu'on peut mesurer sur les personnes qui ont consenti. Donc, c'est aujourd'hui pour nous la meilleure approche sur ce cas d'usage et ce n'est pas quelque chose qui est proposé par Matomo, mais aussi par Piano Analytics ou d'autres outils. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, si on n'a pas d'autres questions, on va vous souhaiter on va vous remercier pour votre présence. On va vous souhaiter un bon appétit, une très bonne journée, une très bonne fin de semaine et puis on espère pouvoir prolonger la discussion avec vous par mail, par visio. Voilà, si vous souhaitez, n'hésitez pas à nous solliciter, à envoyer un mail sur contact@empirique.fr. On vous enverra la présentation et on est à votre dispo pour poursuivre les échanges. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Et merci à Charles-Antoine, Juliette et Christian. Merci à toi.